Bonjour à tous. Donc, comme nous l'avons vu, notamment au travers des interventions de Monsieur le procureur général, puis ensuite de Monsieur Salin, le nouveau régime de responsabilité, c'est un objectif d'une gestion publique plus moderne, plus efficace, plus efficiente, et qu'il ne s'agit surtout pas de paralyser, mais il n'en demeure pas moins que le gestionnaire public est astreint à des exigences de régularité et de probité. Je reprendrai pour le coup le mot de Monsieur le Président Bertucci, d'exemplarité. Et donc, au cours de cette table ronde, nous allons essayer de redessiner ce qu'est le contenu de ce contentieux de l'exemplarité, peut-être pour rassurer, là encore, une partie de l'auditorat. Et puis, nous ne resterons pas au milieu du gué, puisque nous allons essayer de dessiner les réponses que les gestionnaires publics peuvent, et même sans doute doivent mettre en œuvre pour se prémunir de voir leur responsabilité mise en jeu. Alors, je présente rapidement les 4 intervenants à cette deuxième table ronde. Tout d'abord, Marie Dussol. Marie, vous avez été très longtemps administratrice du Sénat, mais vous avez surtout été, c'est ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, directrice des affaires juridiques de la Cour des comptes entre 2021 et 2024. Autant dire que vous avez été au cœur du réacteur pour l'élaboration de ce nouveau régime de responsabilité. Vous êtes aujourd'hui substitute générale au parquet général près la Cour des comptes. Donc vous avez ce double regard de concepteur, acteur du nouveau régime de responsabilité. Nous accueillons également Vincent Civray. Vous êtes président de section à la Chambre régionale des comptes Centre Val-de-Loire et vous êtes fait une spécialité du contrôle interne. Vous avez longtemps travaillé pour la formation interjuridiction sur l'expérimentation, sur la certification des comptes locaux. Nous accueillons également monsieur Michel Martin. Vous êtes vice-président de la métropole d'Orléans et maire adjoint d'Orléans, dans les 2 cas, entre autres domaines chargés des finances. Et puis vous avez aussi cette particularité que de métier, vous êtes expert comptable et commissaire aux comptes, donc l'audit n'a pas de secret pour vous. Je pense qu'au cours de votre intervention, vous pourrez nous dire quelles mesures peut-être ont été mises en œuvre ou doivent encore être mises en œuvre dans les collectivités dont vous êtes élu. Et puis nous terminerons avec Philippe de Driver, qui est procureur près la Chambre régionale des comptes Centre Val-de-Loire. Donc, vous assistez au délibéré de la Chambre et puis vous suivez de très très près les déférés qui sont transmis par cette Chambre au parquet général. Vous avez une vue à 360 degrés sur la gestion publique locale. Nous aurons donc grand intérêt à vous écouter, notamment sur les aspects, les écueils éventuellement à éviter en termes de dirigeance, de gouvernance ou de zones de permissivité, bref, toutes ces zones de risque que l'on peut rencontrer chez nos justiciables. Je me tourne d'abord vers vous, Marie Dussol. Est-ce qu'on peut faire un premier pas de côté en réalité sur qu'est-ce que c'est que ce nouveau régime de responsabilité ? Qu'est-ce qu'il est, peut-être qu'est-ce qu'il n'est pas, qu'est-ce qu'il n'est plus, qu'est-ce qu'il ne veut plus être ? Et quels sont finalement les objectifs de la politique de poursuite du parquet général ? Merci beaucoup. Bonjour à tous. Effectivement, je vais essayer un peu de remettre en perspective la politique d'expliquer la politique de poursuite du parquet en le faisant rapidement et le plus simplement possible, et aussi d'expliquer l'articulation entre régularité et probité, et effectivement bien expliquer ce à quoi sert le régime de responsabilité et ce qui n'est pas son objet. Donc le nouveau régime de responsabilité financière des gestionnaires publics, ça a été dit à plusieurs reprises, c'est ni un contentieux de masse, ni un contentieux de la rareté, c'est un contentieux de l'exemplarité. Et le rôle du parquet général dans ce cadre, ça n'est pas du tout de poursuivre pour faire du chiffre. Il s'agit de définir une politique de poursuite qui doit avoir du sens du point de vue de l'amélioration des pratiques et de la protection de l'ordre public financier. Et pour définir cette politique de poursuite, il y a 2 principes qui sont fondamentaux. Tout d'abord, il faut que soit démontrée la méconnaissance de règles. Et il faut que cette méconnaissance de règles, y compris pour les infractions pour lesquelles on n'exige pas la démonstration d'un préjudice financier significatif, il faut que cette méconnaissance présente un degré certain de gravité. Ce sont 2 principes qui vont avec l'appréciation des circonstances de l'espèce, avec d'autres éléments, guider les décisions que prend le procureur général d'engager les poursuites et, après instruction, de décider ou non du renvoi de l'affaire devant la chambre du contentieux.
Alors vous en serez aperçu cet après-midi, c'est un contentieux qui peut inquiéter les gestionnaires publics parce qu'il revêt une dimension répressive, parce qu'in fine, les personnes poursuivies peuvent être passibles de sanctions financières. Et par bien des aspects, la procédure se rapproche de ce qu'on pourrait observer en procédure pénale. Il ne faut pas oublier que le juge financier, c'est un juge administratif spécialisé. Et la spécificité de la dualité d'ordre de juridiction qu'on connaît en France, c'est d'avoir un juge administratif qui connaisse les contraintes de l'administration, la façon dont fonctionne l'administration. Et ça, c'est un élément très fort dans la façon dont intervient le juge financier. Alors, le nouveau régime de responsabilité financière, ce qu'il n'est pas, c'est qu'il n'a pas pour objet de lutter contre les atteintes à la probité. Ça relève du pénal. Néanmoins, la façon dont on le conçoit et l'idée que ce régime doit permettre de protéger l'ordre public financier fait qu'il peut constituer une première digue en matière de respect des règles de probité. De plus, le parquet général, au titre de ses autres missions, joue un rôle nodal en ce qu'il est destinataire d'un certain nombre d'informations de la part des chambres régionales ou des chambres de la Cour, des informations qui lui arrivent aussi par la plateforme de signalement qui a été mise en place récemment et dont il assure la gestion, des informations qu'il peut relayer aux autorités compétentes, qu'il s'agisse du juge judiciaire ou d'autorités administratives indépendantes. Et notamment, voilà, il travaille à nouer des liens avec le juge judiciaire. C'est par lui que passent les déférés au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale. C'est une relation qui est très importante. Et on a dans l'équipe du parquet général un magistrat qui vient du judiciaire pour assurer ce lien. L'un des enjeux pour le parquet général, c'est bien évidemment de prévenir la commission d'infractions. Et c'est la raison pour laquelle, depuis que l'ordonnance a été publiée et depuis son entrée en vigueur, les équipes du parquet interviennent de façon très régulière pour expliquer la réforme et justement que les gestionnaires publics puissent comprendre le champ des infractions. Et au fur et à mesure que la jurisprudence de la Chambre du contentieux se développe, il y a des exemples, et donc ça rend les choses beaucoup plus réelles, et il devient plus facile d'expliquer la réforme. C'est un enjeu important pour le parquet général, cette dimension pédagogique qui a été mentionnée à plusieurs moments dans l'après-midi. Par ailleurs, le parquet développe une action précontentieuse, notamment en matière d'inexécution de décisions de justice, on l'a mentionné. Le président Bertucci a parlé de 6 réquisitoires sur ces inexécutions de décisions de justice. Il y a eu 26 cas entre janvier 2023 et juin 2024, où les affaires ont été résolues en phase précontentieuse, où il n'y a pas eu besoin d'engager les poursuites. Par ailleurs, le parquet peut prononcer des rappels à la loi, qui sont un moyen d'appeler les administrations et les collectivités destinataires au respect des règles dont la compréhension n'est pas toujours évidente. Alors, ce n'est pas forcément le rôle du parquet général d'appeler à une évolution de la réglementation. En revanche, il peut essayer, par le biais de ces rappels à la loi ou de ces communications, d'avoir un rôle, là encore, pédagogique pour interpréter la loi et donner son interprétation de la façon dont doivent être appliquées les règles qui s'appliquent aux gestionnaires publics. Merci beaucoup, Madame la substitute générale. Je pense que ces propos étaient assez rassurants au sens où ils rappellent effectivement que on est en rupture par rapport à ce qui était la RPP, qui était un vrai contentieux de masse et qui pouvait être parfois incompris, en tout cas pour ce qui était leurs justiciables, les comptables publics. Je me tourne vers Vincent Civray. Il n'en demeure pas moins que ce régime existe. Comment se prémunir? Quelles sont les mesures internes, les mesures préventives qu'un organisme public peut mettre en œuvre, ou doit mettre en œuvre même peut-être, pour se prémunir de voir la responsabilité de ces justiciables mise en œuvre? Je crois que le président Mallet a déjà un peu abordé la question lors de la première table ronde, puisqu'il a insisté particulièrement... Je ne sais pas. Je crois qu'il ne marche pas. Il est allumé?
Oui, je disais que le président Mallet, lors de la première table ronde, a déjà un peu introduit le sujet, en ce sens où il y a une étroite articulation entre le nouveau régime de responsabilité des gestionnaires publics et la mise en place d'un contrôle interne, je dirais digne de ce nom, au sein des collectivités territoriales. C'est un sujet qui est important. Il est important à souligner lors de l'expérimentation sur la certification des comptes locaux, mais il est aussi important pour permettre effectivement aux gestionnaires publics de se prémunir contre le risque de se voir sanctionné par la Chambre du contentieux. Quelle est la meilleure démarche pour se prémunir de ce risque? C'est tout simplement de développer un dispositif de contrôle interne qui correspond un peu au grand principe, ce qu'on appelle le COSO, donc un référentiel de contrôle interne, qui présente 5 grandes composantes. La première composante, c'est ce qu'on appelle l'environnement de contrôle. En d'autres termes, l'état d'esprit au sein de la collectivité territoriale. Quel est le message porté par le maire, porté par le DGS vis-à-vis de l'ensemble des agents de la collectivité sur les questions de déontologie? Comment sont mises en place les délégations de fonctions, les délégations de signatures, et comment tout ce dispositif est effectivement contrôlé et impulsé par l'ordonnateur et supporté, bien sûr, par l'Assemblée délibérante. C'est une question importante. Déjà, si cet environnement de contrôle est porté au niveau de la collectivité, on en voit des effets très, très bénéfiques. Deuxième point, deuxième dispositif, c'est effectivement, ça a été déjà souligné, c'est d'identifier les risques, identifier ces risques, et ensuite, des risques, il y en a de nombreux auxquels peuvent être confrontés les gestionnaires publics, mais il faut se donner les outils pour pouvoir les analyser, de voir leur probabilité éventuelle, leur impact sur les finances de la collectivité. Et au regard de cette analyse, tout simplement mettre en place un dispositif de prévention de ces risques. Ces risques peuvent être prévenus par une politique adaptée. Et en termes de l'objectif, c'est bien sûr de les réduire ou éventuellement de s'y adapter. On retrouve ici d'ailleurs les grandes démarches que nous avons déjà mises en œuvre pour la lutte contre la transition écologique. Cette démarche d'évaluation des risques doit déboucher sur la mise en place de contrôles effectifs au sein de la collectivité. Ces contrôles peuvent être embarqués dans les systèmes d'information. Ils sont aussi des contrôles, je dirais, humains à réaliser en partenariat avec les agents de la collectivité territoriale, bien sûr avec l'appui des services de la direction départementale des finances publiques. Et je pense que la relation qu'il peut y avoir avec le conseiller aux décideurs locaux est une relation qui doit être encore approfondie, notamment dans le cadre des engagements partenariaux à développer. Donc c'est le troisième grand dispositif. Le quatrième qu'il faut souligner, c'est d'améliorer et de renforcer l'information entre les différentes parties prenantes du contrôle interne. J'ai cité rapidement l'ordonnateur, le comptable, l'assemblée délibérante, les agents de la collectivité, mais pourquoi pas aussi les citoyens contribuables de la collectivité. Tout ça, ça doit entrer dans un système d'information où les différents éléments concernant le contrôle interne doivent être exposés. Je prends l'exemple de certaines dispositions du décret GBCP du 12 décembre 2012 qui dispose que l'État doit mettre en place un dispositif de contrôle interne et faire un rapport sur le contrôle interne. Il n'y a pas l'équivalent pour les collectivités territoriales. Et je pense qu'il serait vraiment intéressant que le maire puisse déposer devant l'Assemblée délibérante un rapport sur le contrôle interne pour justement montrer quelle est la démarche qu'il met en œuvre pour identifier ces risques et pour pouvoir les prévenir. Enfin,
l'ensemble de ce dispositif doit être mis sous un dispositif de pilotage, parce qu'on est en face d'une boucle de rétroaction qui doit bien sûr se développer, identifier les voies de progrès, voir où ça ne progresse pas suffisamment et éventuellement dresser un plan d'action adaptatif pour améliorer le processus sans cesse. Et je pense que si on met en place ce dispositif dans les collectivités, à la mesure des moyens de la collectivité, il est clair que ce dispositif sera beaucoup plus précis, rigoureux pour une collectivité qu'on en a les moyens, comme la ville d'Orléans, mais que dans une collectivité de 1000 habitants, le dispositif pourrait être adapté aux risques éventuellement portés par la collectivité. Les enjeux financiers sont moindres, donc bien sûr le dispositif de contrôle interne doit être adapté à ces enjeux moindres. Et donc, en prenant en compte ces éléments, on peut très bien prémunir les gestionnaires publics de voir leurs responsabilités engagées devant la Chambre de contentieux. En effet, le dispositif de contrôle interne ne peut qu'être adapté à la taille de la collectivité. Vous avez raison, il faut aussi le faire vivre. Au-delà de le créer, il faut aussi le faire vivre. Alors je me tourne vers M. Martin. Vous êtes pour le coup élu de grandes collectivités. Que vous inspirent ces propos de M. Civret? Quels outils ont peut-être déjà été mis en place dans vos collectivités? Quelles difficultés, quelles résistances, quelles craintes éventuelles? Alors les craintes, pas du tout. Donc avec M. Civret, on a eu l'occasion de travailler ensemble. Et c'est vrai que la ville d'Orléans a choisi d'expérimentation de la certification des collectivités. Donc parmi les 25 collectivités qui ont participé à l'expérimentation, la ville d'Orléans en faisait partie. C'était pour elle un honneur parce qu'elle voulait toujours montrer qu'elle était devant les nouveaux dispositifs. Je reviendrai après du reste d'un mot sur la consolidation financière qui fait partie aussi des éléments très importants que nous avons. Donc nous avons beaucoup travaillé avec la Cour des comptes à cette occasion parce que, et ce qui m'a surpris, c'est que j'avais jamais entendu parler au niveau de ma collectivité, dont je suis maire adjoint depuis plus de 20 ans maintenant, du contrôle interne. Et avec la Cour, c'est un sujet qui a tout de suite été abordé comme quelque chose de central et d'essentiel, en disant, mais, et ça c'est ce que j'avais appris moi bien longtemps avant, un bon contrôle interne correspond forcément des bons comptes, une bonne sincérité, une bonne régularité. Je veux dire, si le système de contrôle interne était parfait, on n'aurait même plus d'audit à faire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Puisque, en fait, on aurait un processus d'autorisation qui serait idéal. Donc, partant de ce principe, alors tout n'est pas encore parfait aujourd'hui, hein, on a encore quelques améliorations à apporter, mais malgré tout, la Cour des comptes a énormément travaillé avec nous sur des éléments très importants. J'en veux pour preuve, je suis moins, moi, dans la sanction et le poste, si vous voulez. Le contrôle interne, c'est avant. C'est faire en sorte qu'on n'aille pas dans une situation de mise en cause, quoi, tout simplement. Donc c'est le but. Et quelques grands principes. Le principe, c'est la séparation des fonctions dans l'exercice. Ça, pour moi, c'est un principe qui est fondamental. Et dans la comptabilité, c'est privé, c'est pareil. C'est-à-dire que si on peut asseoir sa décision avec le confortement d'un élu capable, compétent, qui connaît le secteur, etc., à ce moment-là, cette séparation des fonctions, aussi entre les fonctions d'administration et les fonctions d'élus, là aussi on a une très bonne séparation. À ce moment-là, on garantit déjà énormément de choses. Ça ne veut pas dire qu'on va aller dans tous les risques, mais on va déjà en gérer beaucoup. Deuxièmement, il y a aussi un principe qui est important, c'est la notion d'importance relative. Dans la gestion du contrôle interne, la notion d'importance relative est centrale. Je veux dire que le but, c'est pas de laisser filer les petites erreurs, vous voyez ce que je veux dire, mais malgré tout, compte tenu du volume, et ça a été abordé tout à l'heure, compte tenu du volume des traitements, il faut savoir serrer les problèmes.
Et le contrôle interne, c'est aussi de définir les règles qui font que, en dessous d'un seuil, on va peut-être passer moins de temps que sur des seuils plus importants. Sur les frais de personnel, ça a été abordé tout à l'heure par tel ou tel. On a des enjeux, il y a les heures supplémentaires. Est-ce que finalement c'est justifié, etc. Tout ça, c'est des questions essentielles. Et donc, sur ces éléments-là, on doit absolument travailler pour avoir des bons résultats. Je crois que voyez-vous, on a abordé tout à l'heure, alors ça c'est une situation de plus grande collectivité, mais on fait des efforts de transparence financière. Monsieur Siffry, vous l'avez rappelé comme un élément fondamental. Communiquer vis-à-vis des élus sur la situation financière, ça fait partie des enjeux et très important. Nous, à la collectivité d'Orléans, nous avons 50 satellites. 50 satellites, c'est beaucoup. C'est des satellites à qui nous avons versons des subventions, nous détenons des participations financières, c'est des SEM, c'est des associations, c'est le CCRS, on a parlé de tout ça. Et donc, si vous voulez, notre but très tôt, c'était de se dire, mais finalement, si on a des problèmes de transparence, ça passera d'abord au niveau de l'importance relative, toujours, mais au niveau des satellites. Et donc, nous avons décidé très tôt de faire une consolidation financière. Je l'ai reçu de mes prédécesseurs. C'était déjà fait lorsque je suis arrivé en 2001. Et c'est un outil formidable, je vais le présenter en préambule au débat d'orientation budgétaire du mois de novembre. C'est un outil, on dit, voilà la situation, nous avons examiné tous les comptes, toutes les situations de tous les satellites avec qui nous travaillons, et nous vous les livrons. Et il y a un rapport tout à fait complet qui donne... Alors, si à un moment donné, il y a des choses qu'on n'avait pas vues, peut-être des tiers réagiraient-ils aussi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la transparence. Ce n'est pas simplement d'ordre interne. Ça peut être aussi des révélations sur des situations qu'on ignore. Voilà, donc la transparence, c'est également un sujet fondamental. J'ai essayé de vous résumer en quelques mots ce qu'on a fait avec la Cour. C'était très intéressant. J'ai une petite déception, mais c'est une petite... On dit on est guépin dans le Loiret, alors... On n'a pas pu certifier, on a pu certifier nos dépenses. Après des améliorations, et notamment, tout à l'heure, un intervenant a parlé des immobilisations, etc. C'est tout à fait justifié. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas justifiées dans les comptes d'immobilisation des collectivités. Ce n'est pas toujours facile. On entasse des frais d'études. Bon, est-ce que tout ça, c'est bien, au bout du compte, réemployé en investissement, etc. Mais si vous voulez, on avait une situation sur laquelle on n'a pas pu aller plus loin, c'est la certification de nos recettes. Vous en souvenez, M. Sivré? Parce que c'est tellement difficile aujourd'hui une collectivité. Et dans la situation actuelle, vous le voyez. Moi, je dois construire un budget avec le maire, bien sûr, qui est le premier responsable, que je vais présenter là au mois de décembre, débat d'orientation budgétaire au mois de novembre. Qu'est-ce que je mets dans mes recettes? Je vous pose la question. C'est la moitié de mon budget. Hein. Je vous remercie. Merci, monsieur le vice-président, monsieur le maire, monsieur l'adjoint au maire. Et je passe la parole à Philippe de Driver sur sa réaction sur les interventions précédentes et puis les écueils éventuels aux mesures préventives, les conditions permissives, les questions les modalités de gouvernance ou de dirigeance qui peuvent être autant de zones de risque éventuellement. Merci. Alors effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont été d'ores et déjà dites en fait sur ce sujet et sur ce thème de la responsabilité financière des gestionnaires publics. Ce que je souhaiterais sans doute, c'est déjà replacer, je dirais, cette question de la responsabilité au regard de nos contrôles. Alors, je dirais, cette question de la responsabilité, ça n'est qu'un des aspects des contrôles qui sont menés par les juridictions financières. On ne va pas, évidemment, chercher l'irrégularité à proprement parler. Hein. Donc, le premier objectif, c'est effectivement d'essayer d'examiner si les collectivités et les satellites sont bien gérés. Donc, c'est quand même le premier objectif de nos travaux dans les juridictions financières. Alors, effectivement, dans les contrôles,
et on définit effectivement une programmation de contrôle, on va mettre des axes de contrôle. Et parmi ces axes, il y en a un notamment qui est effectivement le contrôle de régularité qui peut déboucher sur des questions de probité. Donc ça a été abordé, il n'y a pas évidemment, nous on ne va pas aller rechercher, contrôler le respect ou non de la probité, ça relève du pénal, mais on va regarder effectivement les questions de régularité. Donc voilà, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que par exemple, on émet des recommandations, et ça c'était pour répondre à une des interventions tout à l'heure, à l'issue des contrôles, on émet des recommandations, et ces recommandations doivent participer effectivement à la bonne gestion publique. Et le respect, je dirais, des règles de régularité, de la régularité, est une composante de la bonne gestion publique. Et c'est pour ça qu'en général, on a des recommandations qui relèvent de la régularité et de la performance. Mais les deux ne sont pas étanches. La régularité participe à la performance. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que sur l'ensemble des recommandations qui sont faites, la plupart sont mises en œuvre. À peu près 88% connaissent un début de mise en œuvre, pour à peu près un tiers qui sont mises totalement en œuvre. Mais derrière, il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'effectivement, on voit qu'il y a à peu près 50% des observations, des recommandations, qui concernent la régularité. Et ce sont précisément des recommandations qui sont beaucoup plus longues à mettre en œuvre, je dirais, que les recommandations qui touchent à la performance. Peut-être parce qu'elles renvoient effectivement à un réexamen complet, je dirais, ou parfois exhaustif ou très important, des procédures, effectivement, pour réexaminer quelles sont les procédures dans différents domaines, les ressources humaines, l'achat public, voilà. Et donc là, ça renvoie effectivement à ce que disait mon collègue Vincent Civray, au contrôle interne, c'est-à-dire que c'est l'occasion pour les collectivités d'aller examiner les différentes modalités de contrôle interne qui peuvent être mises en place pour justement mettre en œuvre ces recommandations, voilà, et ne pas déboucher sur des irrégularités. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que à travers tous les contrôles où le ministère public porte son regard, il y a des irrégularités. Mais les irrégularités, ce n'est pas forcément des infractions. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose aussi. Je dirais, il y avait une grande inquiétude au début, je dirais, de ce colloque. Donc, les irrégularités, je dirais, ça fait partie de la composante, on va dire, de la gestion publique. C'est-à-dire qu'il faut connaître en fait toutes ces règles, tout ce corpus de normes, et évidemment, je dirais, le positionnement d'une grande collectivité comme Orléans n'est pas le même qu'une petite collectivité qui doit s'approprier un ensemble de normes très important et qui se retrouve, comme ça a été dit, bien isolée. Alors, effectivement, parmi ces irrégularités, il y en a qui vont effectivement trouver une qualification au regard du régime de responsabilité. Mais évidemment, ces irrégularités ne vont pas déboucher. Ça peut déboucher sur une infraction, mais pour faire le lien avec la probité, ça ne va pas forcément donner lieu, je dirais, à un engagement de la responsabilité des gestionnaires publics sous l'angle de la probité. C'est-à-dire, effectivement, le ministère public, s'il voit des faits qui peuvent recevoir une incrimination pénale, il va transmettre effectivement les faits. Il y aura une transmission pénale, d'ailleurs, qui est proposée par la Chambre, et c'est le procureur qui va transmettre aux autorités pénales les faits qui pourraient recevoir cette qualification pénale. Donc voilà sur ces éléments. Alors effectivement, en regardant Emmanuel Colomb parlait j'avais une vision à peu près à 360 degrés, bon peut-être pas tout à fait, mais en tout cas c'est vrai que ce que je peux observer, c'est qu'à travers les contrôles, bon, il y a des axes de contrôle qui sont définis dans les plans de contrôle. Et on voit que, et là je rebondis sur les conditions pour prévenir, je dirais, la commission d'irrégularité, on voit qu'on examine pratiquement systématiquement la gouvernance. On se plonge dans la gouvernance parce qu'on a bien compris qu'une gouvernance qui était défaillante, déficiente à travers tous ces aspects, vous avez parlé de la relation par exemple des élus avec les administrateurs, tout ça, ça fait partie de la gouvernance. Et souvent, il faut corriger à travers des écrits les relations qui existent entre justement les élus ou entre les élus, les responsabilités qu'on peut confier aux élus, aux administrateurs, de tout ça, de réarticuler tout ça. Donc la gouvernance, c'est quand même un élément qui est central et qu'on retrouve dans je dirais dans pratiquement tous les contrôles, on aborde cette question-là. Et à partir de là, on voit bien les difficultés de gouvernance, et on va les retrouver dans les différents domaines de l'action publique de la collectivité
que sont par exemple les ressources humaines, l'achat public, la conduite de projets, etc. Et c'est là où effectivement, s'il y a un défaut de gouvernance, on pourra voir apparaître, ce sont les conditions permissives pour la commission d'irrégularité. Ensuite, je réagirais sur un des points qui a été évoqué par M. Martin. Il parlait des satellites. Alors c'est vrai que pour les grandes collectivités, il y a une notion de risque, mais qui porte effectivement sur les satellites. On peut dire que dans les grandes collectivités, le contrôle interne sur la structure centrale est relativement bien assuré. Par contre, effectivement, plus il y a une distance forte entre le centre et la périphérie que sont les satellites, plus le contrôle devient difficile. Et là, c'est vrai que c'est un domaine aussi que la Chambre regarde, ce sont ces relations entre le centre et la périphérie, c'est-à-dire avec les satellites, où on voit que souvent les relations ne sont pas très bien cadrées juridiquement, peuvent ne pas être bien cadrées juridiquement. Et c'est à l'origine d'irrégularités qui peuvent être sanctionnées par des infractions type gestion de fait, que l'on connaît depuis des années pour la gestion associative, mais aussi pour la gestion avec des satellites. Je vais les abréger. Donc, voilà. Je ne vais pas refaire l'histoire de la gestion publique, mais bon, c'est passionnant comme thème. Donc voilà, j'ai cité deux domaines sur lesquels, effectivement, il y a peut-être un accent à mettre. Et peut-être le dernier, c'est effectivement les structures intercommunales, où l'on voit qu'il y a eu des transferts de compétences et que ça peut poser des difficultés au niveau de la gestion des transferts de moyens. Et là, on retombe aussi sur la règle, et effectivement, peut-être une source d'irrégularité. Donc voilà. Et puis le message essentiel, c'est qu'il n'y a pas que des irrégularités. Il y a aussi de la très bonne gestion dans les collectivités locales que l'on peut apprécier à l'occasion de chaque contrôle. Puisque nous instruisons à charge et à décharge. Effectivement, comme ça a été rappelé par Annick Nankin. Je me tourne vers la salle pour vos éventuelles questions. Ah oui, mais à chaque fois, je pose des questions. Au moins, donc, en résumé, mise en place d'un outil contrôle interne, mais bon, en fonction de nos moyens, du temps agent. Hein, donc c'est vrai que le cursus, il n'est pas forcément simple à mettre en place, et surtout pour les petites collectivités, je pense. Donc ça veut dire qu'on remet une couche à d'autres couches. C'est comme un millefeuille, mais pas le millefeuille administratif, mais le millefeuille au niveau des missions. C'est vrai que ça devient compliqué. Alors c'est vrai que la métropole d'Orléans, je pense qu'il y a bien les moyens qu'il faut pour suivre l'outil de contrôle interne. C'est vrai que bon, moi je suis dans une collectivité de 9000 habitants. Je vous avoue, en plus, vu ce qui nous attend, comme M. Martin a relevé, l'État nous fait un joli cadeau de Noël pour préparer le budget. Alors, je ne dirai pas plus, mais ça devient très compliqué. Simplement, d'un mot, parce que je pense pas que ça surajoute. Non, il faut simplement analyser les risques fondamentaux qui sont pris à l'occasion de tel ou tel acte. Ça, je crois que ça peut se faire de façon assez simple. Enfin, Monsieur Civray, vous me corrigerez. Premièrement. Et deuxièmement, c'est forcé d'écrire ces règles-là, mais pas d'en faire une Bible. Vous pouvez instaurer des règles internes dans votre collectivité avec, je dirais, quelques recommandations très simples sur l'octroi des subventions, sur l'autorisation par exemple des recrutements ou des heures supplémentaires. Vous avez parlé des satellites. Bon, toutes les collectivités n'ont pas les satellites, mais c'est vrai qu'en ce moment, les SPL, on le vend en poupe. Bon, société publique locale, c'est bien, mais qu'est-ce qu'il y a derrière, etc. Donc, je pense qu'on a quelques éléments que vous pouvez mettre dans votre processus de contrôle interne et qui va déjà conforter quand même la démarche des agents, des élus, etc. Je n'ai pas besoin de micro. Après, la difficulté, c'est de partager. Parce que si on n'arrive pas à le partager, ça sera dans l'eau.
C'est pour ça qu'il était abordé la question de la formation tout à l'heure par le président. Et donc, ça, je crois que c'est essentiel qu'il y ait un accompagnement. Mais vos collaborateurs, collaboratrices sont déjà formés à ça. Je pense qu'avec un petit complément, ça devrait y aller, quoi. Non. Moi, je rajouterais juste pour les petites communes, parce que déjà 9000 habitants, c'est déjà, pour notre territoire du Loiret, c'est déjà une belle commune. Donc, pour une petite commune, ce travail-là, malgré tout, il n'est peut-être pas formalisé, mais on est bien obligé de le faire pour tenir nos budgets équilibrés. Je dis bien équilibrés, contrairement à certains. Je suppose que ce n'était pas une question. Peut-être pour élargir un petit peu la thématique, c'est vrai que l'acculturation est très très compliquée dans nos équipes. Je suis Florence Gouache, je suis SGAR en région Centre-Val de Loire, secrétaire générale aux affaires régionales à la préfecture de région. Et il est vrai que le contrôle interne n'était pas du tout habituel dans nos process, qu'on se reposait très largement, il faut bien le dire, sur le comptable public, et que la révolution qu'il y a eu pour le comptable public, elle a été ressentie comme une révolution à la tête de nos structures, mais on a un très très gros investissement de formation à faire au sein de nos équipes pour que cette révolution rentre dans la nouvelle culture du faire collectif et que l'on s'imprègne de systèmes de contrôle interne qui sont quand même assez structurellement défaillants dans notre fonctionnement, qui par ailleurs est, en ce qui nous concerne au niveau préfectoral, complètement interministériel, hein, avec par conséquent des règles qui sont très complexes et lourdes dans leur appréhension globale. Et donc avec, pour nous, des vraies questions qui se posent aussi relativement à nos protections fonctionnelles qui semblent être exclues pour nombre des premières procédures qui se mettent en place, dans la mesure où on considère que l'on fait une faute et que, par conséquent, nous ne serons pas nécessairement accompagnés par nos hiérarchies, nos tutelles. Ce qui pose la question, évidemment, d'un éventuel système assurantiel, puisque, effectivement, les comptables publics avaient un système assurantiel qui s'était élaboré au fil des années et qui permettait tout de même de garantir en partie leur responsabilité personnelle sur leurs données personnelles. Aujourd'hui, quand vous êtes chef d'entreprise, généralement, vous séparez votre patrimoine personnel de votre patrimoine professionnel. Aujourd'hui, dans nos fonctions, on a de vraies interrogations sur l'absence de système assurantiel qui nous est proposé, sur l'absence de visibilité de ce type de possibilités et sur une forte déconvenue pour les premiers qui se retrouvent attraits effectivement devant la Cour des comptes de l'absence de protection fonctionnelle qui leur est accordée. Est-ce que comment vous voyez cela peut-être vu de la Cour? Je ne vais pas répondre pour les fonctionnaires de l'État, même si je me sens concerné moi-même, mais plutôt pour les collectivités territoriales. J'ai vérifié un petit peu avant l'organisation de cette journée. Il s'avère que l'AMF, en partenariat avec un organisme d'assurance, offre justement cette garantie-là. Alors c'est une garantie qui ne va pas permettre de payer l'amende à votre place. Si effectivement, devant la septième chambre, la chambre du contentieux, vous avez une amende, vous devrez l'honorer vous-même. En revanche, le fait de pouvoir être assuré vous permettra d'avoir un accompagnement juridique par un conseil juridique et aussi une assistance psychologique. Dans certains cas, ça peut être nécessaire puisque effectivement la procédure devant la chambre de contentieux, une audience publique, on n'est pas toujours habitué et ça je le comprends très très bien. Donc j'ai simplement remarqué que pour les maires, pour les DGS, je dirais l'Association des maires de France s'est organisée pour offrir ce type de prestations. En revanche, je ne réponds pas pour les services de l'État. Juste pour compléter la question que vous posez
est très importante. Et effectivement, au moment de la réforme, l'octroi de la protection fonctionnelle est quelque chose qui avait plutôt été exclu par le gouvernement. Il n'est pas impossible que ça... Enfin, je sais, au parquet général, on réfléchit à cette question et on se pose la question d'effectivement, enfin, il y a quelque chose d'injuste à ne pas pouvoir avoir la protection fonctionnelle. En même temps, il y aurait quelque chose d'injuste à l'octroyer parce que tous les justiciables ne peuvent pas bénéficier de la protection fonctionnelle. Donc en fait, il faudrait trouver un système qui permette une forme de prise en charge des frais que va engendrer la procédure et voilà, des conséquences de cette procédure. Il faut réfléchir à quelque chose. C'est un sujet que portait le procureur général Louis Gauthier, que je pense reprendra la nouvelle procureure générale. Enfin, on y est attentif. Après, nous, on n'est pas... par définition, on n'est pas moteur dans l'écriture de la loi et des textes d'application que pourrait décider le gouvernement. Mais en tout cas, à la Cour des comptes et au parquet général en particulier, c'est un vrai sujet de préoccupation. Y a-t-il d'autres questions ? Bonjour, Elisabeth Moisy, DGS d'une intercommunalité dans l'Est du Loiret, Cléry, Betz et Ouanne. Nous sommes 20 000 habitants réunis sur 23 communes et donc à ce titre-là, un service des finances serait tout à fait légitime dans notre collectivité. Je dis serait parce que nous avons de la difficulté à recruter. Le service des finances aujourd'hui est un service tendu dans nombre de collectivités. De notre côté, nous avions 2 personnes, une part en mutation. Nous devions être 3. Nous devenons quelque part un service déséquilibré et complètement en difficulté majeure à partir de demain, puisque la personne part demain en mutation. Dans l'agglomération voisine, peu importe. La difficulté et la question, c'est nous n'avons pas de candidat depuis plus de 6 mois que nous avons mis des annonces. Je lance l'annonce, nous recrutons. Pub. Indépendamment de ce gag, nous avons donc alerté naturellement notre service, notre SGC, pour dire au secours, nous n'allons plus avoir personne. La personne qui nous reste est simplement en capacité d'assumer, heureusement, les dépenses, les recettes, mais absolument pas la gestion, la préparation d'un budget, la clôture ou quoi que ce soit. Donc probablement que nous allons partir sur un recrutement par défaut, c'est-à-dire une personne qui est de bonne volonté mais qui n'a aucune formation comptable aujourd'hui. Quid de la responsabilité des élus qui n'ont pas d'autre choix? Quid de la responsabilité du DGS ou du directeur du service correspondant qui sera potentiellement engagé par défaut de fonctionnement d'un service qui ne peut fonctionner que par carence. Et donc, j'entends jalousement, monsieur le vice-président d'Orléans, forcément votre contrôle interne que nous ne pouvons pas avoir les moyens d'avoir chez nous, puisque même le régalien, le basique, nous ne pourrons même pas l'effectuer cette année. Je voudrais tirer la sonnette d'alarme parce que je sors d'un congrès de DGS il y a à peine 8 jours à Tours, où la situation est tout à fait critique dans nombre de collectivités sur les capacités à recruter sur le service des finances. Nous allons nous rapprocher forcément du SGC et des services de la DGFiP, puisque maintenant nous partons également vers un compte financier unique qui va nécessairement nous rapprocher encore plus. Voilà, je m'interroge, j'essaye de chercher un service qui pourrait, sur le plan extérieur, nous aider à finaliser notre année. Nous ne trouvons pas. Si vous en avez, je suis preneur. Voilà, j'essaye de trouver des solutions partout, mais pour l'instant, force est de constater que je n'ai pas énormément de réponses.
Donc voilà, je souhaitais simplement attirer l'attention sur ce point-là et savoir comment les responsabilités risquent d'être engagées demain si d'aventure nous n'avions pas fait ce qu'il fallait faire, puisque nous aurons essayé de mettre tous les moyens en œuvre pour le faire, mais que l'absence va être compliquée à gérer. Merci. Lequel d'entre vous? On ne pourra probablement pas résoudre le problème de recrutement, j'en suis désolée. Mais lequel d'entre vous veut répondre peut-être sur la question de la responsabilité? Oui, je pense que nous devons accuser réception de cette alerte. Nous n'avons pas nécessairement la réponse, mais en tous les cas, je partage les préoccupations dans le sens où le turnover ou la rotation des effectifs au sein d'une collectivité territoriale est un risque majeur. On l'identifie bien lorsqu'on fait justement le contrôle interne. Il est clair que dès lors qu'il y a des problèmes dans le turnover excessif ou des vacances d'emploi, comme vous le soulignez, la situation ne peut que se dégrader. Ça, c'est un constat qu'on a déjà fait, notamment dans l'Est du Loiret, dans des rapports récents. On espère bien sûr que la collectivité que nous avons contrôlée est en mesure de pouvoir résorber et revenir à une situation plus favorable. Mais j'entends très bien les problématiques de recrutement pour les fonctions de directeur des finances. C'est un point important pour les collectivités et aussi, d'une certaine manière, pour l'ensemble du processus d'assainissement, ou en tous les cas de bonne gestion régulière des finances publiques au niveau du département. Merci beaucoup. S'il n'y a plus d'autres questions dans la salle, cette table ronde prend fin et je repasse la parole donc à Madame la Présidente de la Chambre régionale des comptes. Merci beaucoup. Merci à l'ensemble de nos intervenantes et nos intervenants pour ces échanges très riches. Merci beaucoup à la salle également. Merci pour votre présence. On ne pensait pas que le sujet allait susciter finalement autant de questions et autant d'intérêt. Ça veut dire vraiment qu'il y avait besoin d'organiser ce type de session. On essaiera de dupliquer cette opération, si on le peut, début 2025 dans d'autres ressorts départementaux, peut-être à Tours pour la prochaine fois, parce qu'on sent effectivement qu'il y avait ce besoin de clarifier des choses, d'expliquer et peut-être de démythifier. Alors je ne sais pas si toutes vos craintes sont levées ou si vous en avez d'autres maintenant, mais en tout cas, voilà, notre objectif aujourd'hui, c'était d'être pédagogique et d'expliciter le sens d'une réforme où vous avez bien compris quand même qu'on est encore beaucoup en marchant. C'est un peu je ne veux pas utiliser l'anglicisme work in progress, mais c'est quand même ça, puisque la jurisprudence se construit au fil de l'eau. Vous indiquez également donc, que vous avez un ensemble de ressources pédagogiques qui sont à votre disposition, qui figurent dans le petit document de communication qu'on vous a passé, et vous dire qu'on va réitérer alors sur un autre sujet mais qui est quand même approchant, sur les enjeux de probité, avec la Cour d'appel d'Orléans, le président de la Cour d'appel d'Orléans et le président du tribunal administratif, une réunion de sensibilisation également qui va se tenir fin février. Normalement, vous devriez recevoir assez prochainement, si ce n'est pas déjà fait. C'est la Cour d'appel, cette fois-ci, qui est la puissance organisatrice, l'invitation. Voilà, n'hésitez pas. De toute façon, sur ce type de dossier, de sujet, j'ai envie de dire, plus on est d'intervenants en termes de formation, sensibilisation, et j'entends bien le propos qui a été fait, notamment par Madame et encore quelqu'un d'autre là qui est parti entre-temps, et mieux c'est, je pense. Ça fait vraiment partie, on est dans notre office de juge, mais on est aussi finalement dans notre office de conseil en amont et de prévention en amont. Merci beaucoup, et merci beaucoup à nos intervenants, notamment parisiens, et puis ceux d'ici, à monsieur Mallet qui est revenu, très bien, à monsieur Martin, et puis très bonne fin de journée. Merci à vous.